Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Win, un podcast que j'ai le plaisir de pouvoir animer en tant que fondateur de la société Willim, une société de conseil en investissement spécialisée et expert de l'analyse des placements et des fonds d'investissement. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Cross. Vincent, tu es directeur général et cofondateur de la société Fermenvie, qui est une société à mission qui a pour objectif, et on le verra tout au long de cet épisode, d'accompagner des porteurs de projets qui souhaitent implanter des fermes agroécologiques en France. Et pour cela, toi et tes associés, vous avez fondé une foncière solidaire qui récolte des fonds auprès des investisseurs et qui, du coup, utilise ces fonds pour accompagner ces porteurs de projets pour mener à bien leur projet. Donc, je suis vraiment très content de pouvoir échanger avec toi, Vincent, puisque aujourd'hui, on va parler de performance extra-financière, de finances sociales et solidaires, d'utilité de son épargne, et on verra que c'est possible de l'allier avec un intérêt financier, notamment en l'occurrence en ce qui concerne la foncière solidaire FEV, une réduction d'impôt au départ pour l'investisseur et même un potentiel de valorisation de son investissement sur le long terme. Bonjour Vincent. Bonjour Jérémy et merci pour l'invitation. Eh bien, avec grand plaisir, je suis vraiment ravi que tu sois là puisque moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement, ce sujet des fermes agroécologiques, puisque je suis, et tu le sais, on en a déjà parlé ensemble, moi-même fils d'ingénieur agronome, donc c'est un sujet dans lequel j'ai été baigné tout au long de mon évolution, de mon éducation. Et on va notamment essayer d'expliquer aux gens qui nous écoutent comment on peut rendre utile son épargne tout en répondant à des enjeux climatiques, sociaux, environnementaux. Avec toi, notamment, ce que je te propose, c'est de commencer un peu à planter le décor, que tu puisses nous dire en quelques mots, parce que je crois que tu n'es pas tout seul autour de ce projet, qui est Fermenvie, avant qu'on parle un peu plus des enjeux macro sur l'implantation des fermes agroécologiques. Ouais, ça marche. Alors, en effet, Fermes Envie a été créé par trois personnes. Mes deux associés, Marc Batty et Simon Bestel, ainsi que moi. On est tous les trois, on a des profils un peu différents parce que tous les deux, Marc et Simon, sont ingénieurs agronomes. Ils se sont rencontrés d'ailleurs sur les bancs de l'école il y a quelques années. Ils se sont retrouvés il y a quelques mois avec une volonté commune qui était de faire quelque chose pour accélérer la transition agroécologique. Avant ça, ils ont tous les deux roulé leur boss, ils ont monté chacun une boîte. Comme moi, c'est un peu ce qui nous rassemble, c'est-à-dire qu'on était tous les trois entrepreneurs dans différents secteurs. Simon déjà autour de l'agriculture, Marc plutôt dans la tech et moi dans la téléassistance pour personnes âgées. Et on s'est retrouvés tous les trois avec cette ambition commune. Euh, En étant arrivés ici via différents chemins, Marc et Simon étaient déjà plus proches de l'agriculture, ayant fait des études d'ingénieur agronome. Moi, j'en étais un peu plus éloigné. Je suis ingénieur généraliste. J'ai travaillé dans des domaines qui sont assez loin de l'agriculture, mais je me suis pris une petite claque environnementale il y a quelques années et j'avais envie de redémarrer une activité qui a un impact positif sur l'environnement. Et en m'intéressant à plein de sujets, assez vite, je me suis focalisé sur l'agriculture qui touche à beaucoup d'enjeux environnementaux, que ce soit le carbone, la biodiversité et des enjeux sociaux et sociétaux. Et donc, c'est quelque chose qui m'a passionné et j'ai rapidement voulu faire quelque chose dans ce secteur. Et alors, du coup, si on essaye de planter un peu le décor, parce que l'agroécologie, quand on n'a pas trop d'explications sur qu'est-ce que c'est, euh, je pense qu'il y a des gens qui vont nous écouter qui ont déjà entendu parler de ça, mais d'autres non. Qu'est-ce que c'est que l'agroécologie? Pourquoi c'est un enjeu pour la société, pour l'environnement et donc pour le climat, euh, de favoriser l'implantation de ce type d'agriculture plutôt que
typologie d'agriculture qu'on appelle plutôt intensive. Est-ce que tu peux nous donner des éléments concrets, factuels, qui nous permettent de comprendre et de matérialiser en quoi c'est un enjeu important pour la société? Ouais. Alors l'agriculture et si on pousse un peu plus loin, et l'alimentation ont un rôle majeur dans le les gaz à effet de serre. Par exemple, enfin, les chiffres selon ce qu'on y met, on est entre 10 et 20% des gaz à effet de serre qui sont émis par l'alimentation et l'agriculture. Donc ça, c'est un premier sujet. Il y a un deuxième sujet qui touche l'agriculture, qui est la perte de biodiversité. Mmh. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que l'agriculture intensive, les pesticides, la monoculture ont un impact délétère sur la biodiversité, et on parle de plus en plus de sixième extinction de masse, qui est en partie liée à nos pratiques agricoles. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus de 50% des terres agricoles en France sont des terres agricoles aujourd'hui. Euh, et, euh, et ensuite, on peut parler aussi d'eau. Aujourd'hui, l'agriculture consomme beaucoup d'eau. On a de plus en plus de problématiques de sécheresse. On le voit, on en a parlé beaucoup l'an dernier, cette année. Et, euh, et donc, il y a certainement pas mal de choses à faire pour pouvoir améliorer l'usage qu'on fait de l'eau pour l'agriculture. Donc ça, c'est un peu les trois principaux problèmes dont on parle souvent en ce moment, c'est le carbone, la biodiversité et l'eau. Il y en a d'autres. On pourrait parler d'érosion des terres agricoles, de pollution également, euh, de pollution de l'eau, par exemple, en Bretagne, où on parle beaucoup des algues vertes qui sont liées à des problématiques de nitrates dans les sols. Et donc, toutes ces problématiques sont liées, sont liées de plus ou moins loin à l'agriculture. Et on a aujourd'hui des méthodes et des moyens d'avoir un impact moins important sur ces sur les écosystèmes, euh, en particulier via l'agroécologie. Donc l'agroécologie, ça veut dire, il y a une définition que j'aime bien, qui est que l'agroécologie, c'est produire avec la nature et pas contre. Parce que pendant des années, on a essayé de contrer les processus naturels avec des produits, des intrants de synthèse par exemple, euh, et, euh, et on a essayé de contrer tous ces processus. L'agroécologie, c'est essayer d'utiliser ces processus naturels de façon à améliorer la production en ayant le moins d'impact possible sur l'environnement et en utilisant le moins de ressources non renouvelables. Une fois qu'on a dit ça, voilà, le cadre est posé, mais il y a pas mal de techniques, euh, de façons de faire qui permettent de produire de façon plus agroécologique. Euh, Tu peux nous donner quelques exemples, que ça nous parle un peu plus? Par exemple, je sais pas, au niveau de l'utilisation de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On récupère l'eau de pluie, par exemple? Est-ce que c'est ouais, en fait, au niveau ouais. ouais, alors au niveau de l'eau, par exemple, en fait, les sols, quand on a un sol vivant, un sol avec du carbone dans les sols, le sol se comporte comme une éponge. Il est capable de recevoir plusieurs millimètres d'eau dans la journée ou même dans l'heure. Euh, alors que si vous avez un sol qui est un peu mort, c'est-à-dire un sol on va dire sans couverture dessus, c'est-à-dire sans culture, donc un sol marron, comme on peut voir dans les campagnes parfois, ce sol-là, il va pas pouvoir récupérer l'eau. L'eau va glisser dessus et va aller se retrouver dans les rivières assez rapidement sans avoir pu infiltrer le sol. Et ça pose pas mal de problématiques. Ça pose des problématiques d'érosion, c'est-à-dire que une grosse partie du sol en surface va partir dans les rivières. Et ça pose une problématique de, de ressources en eau, parce que quand les cultures vont en avoir besoin, il n'y en aura plus dans le sol. Et, euh, et donc, une des façons de contrer ça, c'est déjà de ne jamais laisser le sol à nu, de, entre deux cultures de céréales, par exemple, de planter une culture intermédiaire qui va permettre de mieux stocker l'eau, mieux infiltrer l'eau. Ça permet également de stocker plus de carbone dans les sols. Et selon les cultures qu'on va prendre donc, dans ces cultures intermédiaires, on peut également stocker plus d'azote
ce qui permet de, 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 de- de nécessiter moins d'engrais par la suite. OK. Et donc, également au niveau des pesticides, je suppose qu'il y a une certaine façon de faire, où on réduit son utilisation, voire il y en a pas du tout. Co Ça aussi, il y a un sujet par rapport à ça? Ouais, bien sûr. Bah, quand je parle de pollution, enfin d'impact sur les écosystèmes, les pesticides ou les intrants de synthèse bah, ont des impacts qui sont clairs. Euh, et, euh, et donc, bah, dans l'agroécologie, il y a en effet utilisé moins de ces intrants. Après, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de définition de l'agroécologie. Donc, il y a plusieurs. Il y a aujourd'hui l'agriculture biologique qui est, pour simplifier, ne pas utiliser d'intrants de synthèse, c'est une part de l'agroécologie. Mais il y a d'autres méthodes ou d'autres façons de faire qui font partie de l'agroécologie. Comme je parlais tout à l'heure des couverts végétaux. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'agriculture régénérative ou d'agriculture de conservation des sols, qui sont une autre branche de l'agroécologie. Et, et la problématique, c'est qu'il n'y a pas, en dehors du label bio, il n'y a pas vraiment de label ou de- d'agrément ou de Oui, il y a critères. pas un agrément qui permet de dire: «Ça, c'est une ferme agroécologique». C'est des Non, façons de faire, en fait. ouais, il n'y en a pas. Donc on essaye de pousser pour que ça se crée. Donc il y a pas mal de gens qui travaillent en ce moment pour essayer de créer de nouveaux labels. Mais nous, justement, comme il n'y avait pas vraiment de label, on a décidé de créer une charte agroécologique qui se base sur un socle qui est le socle du label bio. Et on essaye d'aller plus loin dans la charte que le label bio, justement sur ces aspects d'agriculture régénérative, de couverture des sols, de diversification des cultures, qui sont ben, des éléments qui permettent de mieux gérer justement la pression des ravageurs, les problématiques d'eau, de carbone, etc. OK. Donc on a bien compris, l'enjeu, puisque autour de ça gravitent les enjeux, climatiques, donc réchauffement de la planète évidemment, les enjeux environnementaux pour la biodiversité, on en a parlé et donc on va rentrer un peu plus dans le concret de comment vous œuvrez, au quotidien pour, favoriser l'implantation de fermes agroécologiques, maintenant qu'on a vu les enjeux. Donc vous avez, créé une foncière solidaire, donc qui bénéficie d'un label, lui, en l'occurrence, Finansol. Finansol, donc c'est un label, qui, on va dire, est, géré par une association, qui s'appelle la FER et qui délivre ce label à partir du moment où il y a une vraie utilité sociale et solidaire derrière le fonds d'investissement. C'est bien ça? J'ai pas dit de bêtises, Vincent? Ouais, exactement, c'est ça. Donc, du coup, déjà, ça valide le fait que vous avez une utilité sociale et solidaire, pour l'épargnant qui se poserait la question de: «Est-ce que vraiment derrière il y a une utilité à l'utilisation des fonds qui vous confient?» Et on va voir comment vous faites. Alors donc cette foncière sociale et solidaire, donc qui s'appelle FEV, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce Ouais. que c'est? C'est quoi le statut juridique? Qu'est-ce que je fais concrètement quand j'investis? Voilà. Alors cette foncière, elle a deux objectifs. Elle a cet objectif de transition agroécologique dont on vient de parler, et elle a un deuxième objectif qui est de faciliter le renouvellement des générations agricoles, parce qu'aujourd'hui on a la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans, et une difficulté à les remplacer. Donc on a décidé de créer cette foncière pour justement faciliter ces installations. Cette foncière, elle a un fonctionnement assez simple. Elle achète des fermes pour ensuite les mettre à disposition de porteurs de projets qui souhaitent s'engager sur des démarches agroécologiques sous forme de location avec option d'achat. Euh, et c'est important pour ces personnes qui veulent s'installer, parce qu'on a aujourd'hui de plus en plus de gens qui veulent s'installer hors cadre familial et donc qui ne vont pas hériter des terres de leurs parents, et pour lesquels l'accès au foncier est une des principales difficultés à la création de leur activité. Oui, parce que ça coûte très cher. Ouais, parce que ça coûte cher. Une ferme moyenne en France, c'est d'après le dernier recensement, c'est 70 hectares.
Et si on prend l'hectare moyen est à 6 000 euros avec de grosses variations selon les endroits. Mais si on prend ces 70 hectares fois 6 000 euros, on arrive à 420 000 euros. On rajoute quelques bâtiments, on est rapidement sur un prix du foncier à hauteur de 700-800 000 euros. Et on n'a même pas parlé de tout ce qui est équipement, matériel, etc., qu'il va falloir financer aussi. Donc en effet, nous, le rôle de la foncière, c'est donc d'acheter ce foncier agricole, ces fermes, pour permettre à des jeunes de s'installer. Euh, le, on ne finance que des projets qui suivent justement la charte agroécologique dont j'ai parlé juste avant. Et, euh, et ensuite, les projets peuvent être sur tout type d'activité agricole partout en France, même si pour l'instant on est plutôt focalisé sur l'ouest, hein, en partant de la Normandie vers le nord jusqu'au l'Occitanie vers le sud. Et donc voilà. Et vous avez accompagné combien de porteurs de projets jusqu'à présent? Jusqu'à présent, donc la foncière elle existe depuis 20 mois. On a financé 7 fermes. Donc il y en a 7 qui sont déjà installées, sur lesquelles il y a 13 porteurs de projets. Euh, et là, on a signé 5 promesses. Donc, on va avoir bientôt 5 nouvelles fermes qui vont rentrer dans le portefeuille. Et comment alors donc moi je suis investisseur, donc je vais souscrire des parts de cette foncière, donc c'est une société en commandite par action. Oui. Hem, Peut-être que tu peux nous dire un peu pourquoi avoir choisi ce statut-là de société en commandite par action? Je pense qu'il y a aussi une question d'organisation en termes de gouvernance. Mm. J'ai cru comprendre qu'il y avait un comité de surveillance. Voilà, comment s'est organisé un peu la vie de la foncière et pourquoi ce statut de société en commandite par action? Ouais. Alors, donc, c'est une société en commandite par action à capital variable. On a choisi la commandite par action. Donc, la commandite par action, elle est utilisée en général. Il y a deux cas d'usage un peu. Il y a le cas d'usage, la famille qui souhaite conserver un peu la main sur une société. Et donc, on voit pas mal de commandites par action dans des sociétés qui sont anciennement des sociétés familiales et qui ont eu besoin de lever des fonds pour continuer leur activité. Et de plus en plus, cette commandite, elle est aussi utilisée par des sociétés de l'économie sociale et solidaire parce que ça leur permet de s'assurer que la mission va perdurer dans le temps et qu'il ne pourra pas y avoir de prise de contrôle d'un tiers pour changer la mission et changer l'objectif de la commandite. Donc c'est la principale raison pour laquelle on a décidé de choisir cette commandite. Et donc la commandite, elle a en fait, pour celles et ceux qui ne connaissent pas très bien, dans une société en commandite par action, il y a un ou des commandités et ensuite des commanditaires. Et alors nous, dans notre société, il n'y a qu'un seul commandité, qui est Fermes en Vie, qui est le commandité et gérant. Ce commandité, c'est lui qui a un rôle majeur, hein. Il a un rôle de gérance en général et une responsabilité illimitée sur tout ce qui se passe dans la commandite. Les commanditaires, c'est plutôt des, des- des acteurs financiers qui vont permettre, enfin, c'est des gens qui vont permettre le financement de la commandite et qui vont avoir un rôle un peu plus passif. Ce qui ne veut pas dire que le gérant fait tout seul ce qu'il veut dans son coin. Il y a pas mal d'organes de contrôle qui permettent de donner un contre-pouvoir aux commanditaires. En particulier, il y a un conseil de surveillance qui représente les commanditaires et Qui est qui élu doit par être, eux? qui est élu par eux et qui doit être consulté dès lors que il y a euh, des décisions importantes à prendre et qui a un rôle aussi de contrôle et qui regarde ce que fait la gérance au quotidien et qui émet un rapport tous les ans aux commanditaires avant le vote de l'AG. OK. Donc aujourd'hui, ce comité de surveillance, il est composé de gens qui ont souscrit des parts de la foncière, si je comprends bien, donc Oui. qui ont été élus. Il y a combien de membres dans ce Alors pour comité? l'instant, il y en a trois. En fait, dans le conseil tel qu'on l'a écrit dans les statuts, il peut y en avoir entre 3 et 11. On a commencé petit avec 3. Et là, justement, on est en train de préparer l'AG qui va se faire cette année et avec l'objectif de faire, a priori, de passer à 5 personnes pour l'an prochain ce conseil. OK.
Heu, je reviens sur l'organisation, du choix des projets et donc de la foncière. Donc moi, je suis investisseur, donc je souscris des parts de cette société en commandite par action, donc je souscris des actions. Mais derrière, bon, je veux que mon argent, il soit utile, il travaille, donc je fais confiance, à Fermenvie pour la gestion et l'emploi de ces capitaux. Mais malgré tout, avant d'y aller, je vais quand même me dire: «Mais comment ils choisissent les projets? Comment ça fonctionne?» Donc en gros, vous avez un comité de sélection des projets. Qui c'est qui vous apporte les projets? Est-ce que les gens viennent vous solliciter naturellement? À quoi vous faites attention quand un porteur de projet vient vous voir? C'est-à-dire, moi demain aujourd'hui, je suis conseiller en investissement. Demain, je me dis: «Tiens, je vais monter une ferme agroécologique». Est-ce que si je viens de te voir, vous prenez tout type de profil? Enfin, tu vois, comment ça se passe? Comment vous sélectionnez un peu les projets? On risque de te dire d'aller te former un petit peu. Ah oui, d'accord. Euh, ouais, alors en fait, on a deux façons de faire. Soit on identifie une ferme qui est cédée via une personne un agriculteur qui part à la retraite qui vient nous voir ou des acteurs de l'écosystème qui nous disent bah voilà il y a telle ferme qui semble intéressante et dans ces cas-là on lance un appel à candidature pour essayer de trouver un ou des porteurs de projets qui pourraient développer une activité sur cette ferme. Soit on a des porteurs de projets qui viennent nous voir directement, qui ont déjà identifié une ferme sur laquelle ils aimeraient développer leur activité et qui viennent nous voir parce qu'ils ont pas ils ont besoin d'aide pour pouvoir financer tout ça. Et donc, bah, ils nous présentent le projet et nous, on analyse si on veut bien l'accompagner ou pas. OK. Donc, une fois qu'on a ces deux façons de faire, et aujourd'hui, on a fait des projets de ces deux façons-là, et on continue à avoir des projets en cours qui arrivent de ces deux manières de fonctionner. Ensuite, ce qu'on regarde, nous, c'est la viabilité économique du projet. Donc, on va s'intéresser à l'expérience de la personne, à son projet. Est-ce qu'il est viable économiquement? Est-ce qu'il va être capable de se payer euh, normalement et de façon assez rapide? Et donc, c'est la première chose qu'on va regarder. La deuxième chose qu'on regarde, c'est le, les pratiques que la personne veut mettre en place. Est-ce que ce qu'il envisage est bien conforme à la charte agroécologique? Et, euh, et donc, c'est les deux principaux points qu'on regarde en premier. Et le troisième chose, c'est qu'on va regarder l'actif qu'on va acheter, donc la ferme, et on va s'assurer qu'elle est proposée à un prix correct, à un prix de marché. Si c'est pas le cas, on va négocier. Et on va regarder aussi si cette ferme, elle n'est pas trop particulière, parce que si par hasard le projet ne marche pas avec la personne qui démarre sur cette ferme, on veut être sûr qu'on puisse relativement facilement trouver quelqu'un d'autre pour développer un projet sur cette Mmh. ferme ou pouvoir la céder si par hasard ça ne fonctionne pas. Oui, parce que pour ce qui nous écoute, vous n'investissez pas dans la société d'exploitation de la ferme, vous vous contentez d'acheter l'actif, immobilier, donc en l'occurrence le foncier, que vous allez louer aux porteurs de projet par Exactement. l'intermédiaire d'un bail, et donc un bail particulier d'après ce que j'ai compris, parce qu'il me semble que c'est, un bail qui, juridiquement a des particularités. C'est pas un bail d'habitation ou un bail, commercial comme on peut avoir l'habitude de voir dans les SCPI, par exemple. Ouais, c'est des baux ruraux à clause environnementale. Donc les baux ruraux, c'est les baux classiques qu'on va signer avec des agriculteurs lorsqu'ils louent des terres. Et sur ces baux, on peut insérer des clauses environnementales qui permettent de s'assurer que certaines pratiques sont suivies par le locataire et, euh, et qui permettrait, si vraiment ça se passe pas bien, on espère ne pas en arriver là, mais ça permettrait de résilier le bail si par hasard il y a les pratiques envisagées au démarrage ne sont pas suivies. Oui, parce qu'en plus, donc parce que vous pouvez mettre des clauses, mais notamment des clauses de respect euh, d'éléments importants de la charte agroécologique que vous avez établie. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller sur le site fev.co, sur lequel cette charte est en libre accès et tout le monde peut la lire. Et si jamais ça vous donne envie d'investir dans la foncière solidaire,
Vous verrez dans le descriptif du podcast que vous aurez un code que vous pourrez renseigner pour bénéficier d'un avantage à la souscription. Mais c'est très important parce que du coup, ça valide quand même le fait que cette charte, elle a un rôle hyper important au point que des éléments sont spécifiés dans les clauses du bail qui est signé avec le porteur de projet. Je voulais le souligner parce que je trouve que c'est un des points importants. Il y a un deuxième point important sur lequel je voulais t'interroger parce que c'est vrai que quand on voit une foncière solidaire comme ça, on se dit, OK, ces gens-là, ils collectent de l'argent, ils achètent du foncier. Du coup, derrière, ils se retrouvent propriétaires d'un foncier et c'est comme ça qu'ils s'enrichissent au final. Alors c'est pas du tout le cas. Donc, c'est pour ça que je pose toutes les mauvaises questions ou les bonnes questions. Euh, il y a une option d'achat pour le porteur de projet qui est prévue dans le cadre du bail. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette option d'achat, comment elle est structurée et comment elle justifie le fait qu'il y a vraiment un rôle d'accompagnement et que votre objectif, c'est bien que ces gens-là accèdent à la propriété s'ils le peuvent demain? Ouais. Donc, en effet, donc, le lien qu'on a avec ces porteurs de projets, c'est qu'on loue les terres et on leur donne une option d'achat à partir de la septième année. Et après, ils ont cette option d'achat tous les ans. Et cette option d'achat, elle est donnée à un prix légèrement décoté, c'est-à-dire que si on a acheté la ferme à 100 et qu'elle vaut 115 en année 7, l'option d'achat leur est donnée à un prix de 107,5, qui est une sorte de partage de l'éventuelle plus-value qui pourrait se faire sur les terres entre les gens qui ont investi dans la foncière et ce porteur de projet. On pense que ça fait partie en effet du côté social de ce qu'on a fait. Et puis on considère aussi que si les terres ont pris de la valeur, c'est aussi dû à son travail. Donc ça nous paraissait normal que de partager cette valeur avec l'agriculteur. Et donc une fois que donc l'agriculteur, lui, en fait, il paye un loyer du coup à la Mm. foncière. Et alors souvent quand on parle d'investissement social et solidaire, heu, souvent derrière la connotation du social et du solidaire, c'est que ça rapporte, pas grand-chose, pour l'investisseur. Moi, je défends le fait que, depuis des années, qu'on peut investir de l'argent en ayant une utilité sociale, un impact, sur son environnement, tout en bénéficiant d'un intérêt malgré tout, financier pour pas, bah, subir l'érosion monétaire, donc l'inflation. Heu, c'est quoi, du coup, la partie performance financière que l'investisseur peut en espérer au-delà de toute la partie extra-financière dont on a parlé depuis le début? Parce Ouais. que est-ce que la foncière a vocation à faire des bénéfices? Voilà. Alors oui, la foncière en fait la foncière ne va pas verser de dividendes aux investisseurs. En revanche, c'est la part de la valeur de la foncière qui va évoluer au fil du temps et qu'on espère voir augmenter au fil du temps. Cette part, elle va augmenter grâce à deux leviers. Le premier, c'est les loyers qui sont payés par les agriculteurs, qui sont en quelque sorte capitalisés, parce qu'ils sont réutilisés pour être investis dans d'autres projets. La deuxième chose, c'est l'évolution du prix du foncier, qui historiquement a pris de la valeur assez régulièrement dans le temps. Et si ça continue comme ça a fait il y a pendant 30 à 40 ans, on anticipe également une évolution positive de cette valeur. Et donc cette évolution positive viendra augmenter la part de la valeur de la foncière tous les ans. Ce qu'on vise, c'est, avec des hypothèses qui sont relativement conservatrices, c'est une évolution de la part de la foncière de 2 à 3% par an sur les prochaines années. Sachant que le foncier agricole, c'est un point important aussi. Là, je prends ma casquette de spécialiste, enfin, expert en immobilier. C'est Ça n'a rien à voir avec la valorisation des appartements, des maisons, du résidentiel, du marché résidentiel, du marché des bureaux ou des commerces. On est vraiment sur une typologie d'actifs immobiliers qui est le foncier agricole, qui est complètement décorrélé de l'évolution immobilière traditionnelle. Donc j'aimerais bien, je sais que tu connais un peu le sujet parce que tu l'as travaillé, donc j'en profite, mais il y a une vraie réglementation autour de la valorisation de ce patrimoine. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas spéculer à outrance sur la valorisation du foncier agricole. Comment ça fonctionne cette valorisation?
Je crois qu'il y a un organisme qui est Ouais. la SAFER qui intervient. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est un peu comme les Ouais, forêts. alors ouais, parce que c'est un marché qui est quand même alors qui est libre, mais enfin qui est très réglementé. Il y a une double réglementation. Il y a une réglementation à la fois sur les loyers qui sont fixés par des arrêtés départementaux. Donc quand on est propriétaire de terres agricoles, on peut pas les louer à n'importe quel prix. Il y a des fourchettes qui sont définies selon la qualité des terres, l'endroit, etc., etc. Et ensuite, donc ça, c'est des arrêtés départementaux qui sont fixés par les préfets. Et ensuite, il y a la SAFER, qui est un organisme euh, de- d'utilité publique qui a un rôle, qui a un double rôle, euh, qui, qui a un rôle de protection des terres agricoles et des terres forestières. L'objectif étant d'essayer son objectif de non-artificialisation artificialisation de ces terres. Et, euh, et, et un deuxième objectif qui est de faciliter l'installation de jeunes agriculteurs. Et pour répondre à ces deux objectifs, la SAFER a un droit de préemption et donc peut préempter des terres agricoles pour éviter qu'elles ne soient transformées en un projet immobilier, par exemple, ou pour éviter de temps en temps qu'un agriculteur s'agrandisse trop et permettre à un agriculteur de pouvoir s'installer. Euh, C'est pour ça qu'historiquement, on constate qu'il y a une valorisation progressive des terres agricoles qui est liée à une rarification, en tout cas, puisqu'on on constate qu'il n'y a pas de multiplication des terres, mais voilà. Mais par contre, il n'y a pas de volatilité importante sur la valeur au mètre carré, étant donné que il y a pas de spéculation et qu'il y a un contrôle, une surveillance de la SAFER sur la valeur du foncier. Ouais, c'est en effet ce qui a permis aux fonciers de prendre, historiquement, ça a pris entre 2 et 5% par an de valeur depuis assez longtemps. Euh, et, euh, et en fait, cette double régulation, elle a un impact sur le prix, c'est-à-dire que j'ai parlé du prix moyen en France qui est de 6 000 euros l'hectare actuellement, et ce prix est très bas par rapport à ce qu'on peut trouver chez nos voisins. Si on part en Italie, en Angleterre, en Allemagne, on est plutôt autour de 30, 40 000 euros. En Belgique, on est même à 60 000 euros. En Espagne, on est autour de 15-20 000 euros. Enfin, on est beaucoup plus haut qu'en France avec ces 6 000 euros. Alors, ça ne veut pas dire que on va atteindre ces prix-là très rapidement parce que cette régulation, elle va continuer à perdurer. Mais il y a quand même un peu de marge de manœuvre pour voir cette valeur augmenter dans les prochaines années. Donc, on l'a dit, un objectif, en tout cas dans vos modèles de simulation de valorisation des parts pour l'investisseur, qui serait autour de 3% par an. Ça, c'est la cible. Mais il y a un deuxième intérêt financier pour l'investisseur, et ça, c'est permis par le Code général des impôts, qui a été renouvelé cette année. Alors ça, c'est un intérêt qui est en tout cas valable jusqu'au 31 décembre 2023. C'était le cas l'année dernière, ça a été renouvelé encore en 2023. On ne sait pas chaque année, c'est un peu la surprise, est-ce que c'est renouvelé ou pas. En tout cas, cette année, ça a été renouvelé. C'est que il y a une réduction d'impôt pour l'investisseur. Quelle est cette réduction d'impôt? Ouais, alors je vais juste revenir un petit peu sur c'est renouvelé chaque année. Ce qui est renouvelé chaque année, c'est le niveau du taux de la réduction, parce que la Ouais. réduction d'impôt, elle est prévue dans le code général et on n'a pas besoin d'une décision tous les ans pour la valider. Mais c'est juste le taux qui peut évoluer. Mais j'en parlerai juste après. Donc cette réduction d'impôt, c'est une réduction sur le montant qui est investi. Et donc il y a 25% de réduction d'impôt sur le montant investi dans la foncière. C'est-à-dire que si vous investissez 10 000 euros, vous avez droit à 2 500 euros de réduction d'impôt l'année où vous avez investi. Ça vient en contrepartie d'une obligation de conserver les titres de la foncière pendant au minimum 7 ans. C'est-à-dire que nous, on ne vous empêche pas de sortir avant. Enfin, il y a 3 ans d'inaliénabilité, mais à partir de la troisième année, la possibilité de sortir. Mais en cas de sortie, vous aurez à rembourser la réduction d'impôt si vous sortez avant les 7 ans. Et cette réduction, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est plafonnée aussi. Et elle est plafonnée dans le cadre du plafonnement global des niches fiscales
à 10 000 euros par an. Ça veut dire que si vous avez d'autres réductions ou d'autres crédits, par exemple, vous avez des services à domicile et qui vous permettent d'avoir 3 000 euros de crédit d'impôt, ben, vous pouvez aller jusqu'à 10 000 euros, c'est-à-dire que vous pourriez avoir 7 000 euros de réduction supplémentaire en investissant l'équivalent de 28 000 euros dans la foncière, par exemple. Et donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et donc juste Alors, pour revenir sachant sur les... que... Ah oui, Ouais. pardon, vas-y. Non, non, vas-y, Ouais. vas-y. Continue ton Ouais, donc je raisonnement. reviens juste sur les 25 et 18%. Donc en fait, ce que dit le code des impôts, c'est cette réduction, elle est de 18% normalement. Et en effet, tous les ans, depuis 4 ou 5 ans maintenant, le projet de loi de finances augmente ce taux de 18 à 25%. Et donc cette année, comme l'année dernière et comme l'année d'avant, cette réduction n'est pas de 18, mais bien de 25%, comme je viens de le dire. 25%, donc l'année d'investissement, avec un engagement de détention de 7 ans. Mm. Il faut savoir aussi que euh, ça peut être éligible au PEA-PME, mais on ne bénéficie pas dans ce cas-là de la réduction d'impôt à l'investissement. Mais s'il y a des investisseurs qui ne veulent pas avoir la réduction d'impôt, mais qui veulent loger ça dans un PEA-PME, c'est possible. Chez William, on pourra vous expliquer un peu la différence et voir en fonction de votre situation qu'est-ce qui peut être le plus intéressant. Il y a une question souvent que les clients sont amenés à se poser, c'est OK, c'est très bien, j'ai investi, j'ai ma réduction d'impôt ou je suis dans mon PEA-PME. Mais au bout des 7 ans, en tout cas, quand j'ai décidé de rester 7 ans, comment je la liquidité, en fait, de tout ça? Parce que, Ouais. on est d'accord que, c'est bien de rentrer, mais à un moment donné, il faut pouvoir sortir et comme c'est une foncière qui a pas vocation à être fermée a priori, donc elle est, perpétuelle, evergreen, comme on dit dans le langage un peu Mm. technique. Hem, Comment je sors dans 7 ans? Parce que, a priori, vous n'avez pas vocation à vendre, les fermes, sauf s'il y a une option d'achat qui est validée. Bref, explique-nous, c'est quoi mes Ouais. options de sortie? Donc la foncière, elle a une obligation de racheter les titres des personnes qui souhaitent sortir tous les ans. Et donc, ce qui se passe concrètement, c'est que les investisseurs peuvent demander avant le 31-12 de l'année de pouvoir sortir. Et la foncière les rembourse le lendemain de l'AG qui valide les comptes de l'année N, donc on va dire 4-5 mois plus tard, en avril-mai de l'année qui suit, sur la base de la valeur qui a été définie lors de cet AG, parce que donc, la valeur est revue tous les ans et validée en AG. Il y a comment la foncière va se permettre de racheter ces titres? Ça se fait grâce à plusieurs éléments. La première, c'est que, comme tu le dis, c'est une foncière evergreen. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir de nouveaux investisseurs qui vont rentrer chaque année et qui pourront permettre à certains de désinvestir. La deuxième chose, c'est qu'on a une poche de liquidité qu'on conserve au niveau de la foncière pour pouvoir justement répondre à ces demandes-là si par hasard à un moment il y en a trop sans avoir des nouveaux investisseurs qui rentrent en face. Et la troisième chose, c'est qu'on a en effet ces options d'achat qu'on donne aux agriculteurs qui vont nous permettre de récupérer de la liquidité. Dans l'idéal et l'objectif, c'est plutôt d'utiliser cette liquidité pour investir dans d'autres projets. Maintenant, si par hasard, à un moment donné, il y a trop de demandes de sortie et pas assez de demandes d'entrée, on peut aussi utiliser cette liquidité pour permettre de payer les sorties. OK, très clair. Néanmoins, dans tous les cas, il est prévu dans les statuts, on ne peut pas sortir pendant 3 ans. C'est d'où la notion d'inaliénabilité, j'ai réussi à le dire, pendant 3 ans. Donc on a parlé de la sortie. Au niveau de l'investissement, il faut savoir qu'il y a des frais à l'investissement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces frais? Quel est le niveau de ces frais au moment de la souscription? Ouais, les Et frais. s'il y a un minimum de souscription aussi? Ah oui, alors il y a un minimum de souscription à 500 euros, donc qui est assez bas, enfin relativement bas. Et les frais de souscription sont à hauteur de 3% du montant investi. Donc si vous investissez 10 000 euros, en fait, vous allez payer 10 300 euros. Mais c'est plafonné. Et ces frais sont plafonnés à hauteur de 600 euros. C'est-à-dire que vous investissiez 20 000 euros ou 30 000 euros, vous paierez 600 euros de plus que le montant que vous voulez investir. OK, très clair. Et donc c'est sur ces, frais,
de 3%, qu'avec le code qu'on indiquera dans le détail du podcast, il y aura un avantage pour les investisseurs qui indiqueront ce code au moment de la souscription. Tout à fait. Je voulais m'arrêter faire un petit bilan rapidement, mais voilà, sur l'année 2022 et les perspectives 2023. Donc là, tu m'as dit que vous alliez normalement un peu donner. Il y a l'AG là, en ce moment, qui a eu lieu, qui va avoir lieu, je sais plus un peu les dates, mais Ouais, est-ce que il va y avoir une revalorisation de la part, sans forcément dire les montants, parce qu'il y a peut-être une question de compliance qui peut être un peu touchy, mais c'est quoi là un peu le bilan sur la valeur des terres que vous avez déjà achetées et du coup la valeur des parts des associés, enfin des actionnaires existants. Quelle est la collecte que vous allez réaliser en 2022 et celle que vous aimeriez atteindre en 2023? Voilà, combien il y a d'investisseurs aujourd'hui? Euh, voilà. Si ouais, tu peux nous faire un ouais. petit bilan. Ça fait plein de questions tout ça, mais je vais essayer d'y Oui, répondre. bah, Alors, après, voilà, je pense que tu vas y arriver. alors, euh, alors aujourd'hui, on a collecté à date 7 millions d'euros auprès d'un peu plus de 700 personnes, donc avec un montant moyen qui tourne autour des 10 000 euros. Euh, on a, Comme je vous le disais, on a financé 7 fermes et on a l'objectif d'en financer entre 10 et 15 dans l'année. Donc déjà sur les 7, il y en a 2 qui ont été financés en début d'année 2023. Et l'objectif, c'est d'arriver à 10, un peu plus de 10 en fin d'année supplémentaire, hein. Pour financer ces fermes, notre objectif sur l'année 2023, c'est de collecter autour de 10 millions d'euros, ce qui est 2 fois ce qu'on avait collecté entre le démarrage et fin 2022. Cette collecte, on compte la faire avec les particuliers et continuer avec les particuliers tels qu'on a commencé à le faire. Et on compte également faire rentrer quelques institutionnels en plus au sein de la foncière. Et donc ça fait d'ailleurs partie des sujets qui vont être votés en AG parce qu'on a des discussions plus qu'avancées avec 2 institutionnels qui pourraient rentrer aux côtés des particuliers dans les prochaines semaines. C'est une très Euh, bonne nouvelle pour les Ouais, c'est une super particuliers. nouvelle. Donc j'espère que normalement là c'est très très bien avancé, mais donc on va voir ce que ça donne dans les prochaines semaines là. Et on pourra en parler un petit peu plus précisément. Parce que c'est une bonne nouvelle à double titre parce que ça permet d'apporter plus de fonds et puis ça permet également de crédibiliser la démarche vis-à-vis des particuliers parce que ces institutionnels, s'ils rentrent, c'est qu'ils ont fait une due diligence qui est assez importante et qui est souvent plus importante que celle que peuvent faire les particuliers. Clairement. Euh, et, Et euh, sur la valorisation de la et sur part, la du coup? valorisation, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est ouais, sur la valorisation, donc donc là, en effet, la valorisation, je peux pas trop en parler, mais enfin, je peux en parler, c'est-à-dire qu'on va proposer une valorisation en AG sur la base des calculs qu'on a pu faire et de la comptabilité qu'on a pu faire, qui est positive. Elle est pas aussi élevée enfin, c'est pas du 2 à 3% comme on le vise en période de croisière, pour la raison suivante, c'est que les premières fermes, elles ont été achetées en milieu, voire fin d'année du premier exercice. Donc on a eu des loyers qui sont payés que sur une partie de l'année, euh, ce qui s'explique voilà, tout simplement. Et il y a une deuxième chose, c'est que la revalorisation des fermes, on considère que quand elles ont moins d'un an, on les revalorise pas. Donc la seule ferme qu'on a revalorisée, c'était la seule qui avait plus d'un an au 31/12/2022. Et ce qui est intéressant, c'est que celle-là, elle a une valeur qui était bien supérieure à celle qu'on a achetée selon l'expert foncier qu'on a fait intervenir sur cette ferme. Parce que ce qu'on a comme notre fonctionnement, c'est que tous les ans, on va faire intervenir des experts fonciers indépendants qui vont venir expertiser un échantillon de fermes. Et donc là, on l'a fait expertiser la seule qu'on avait acquise depuis un an. Et c'était très positif parce qu'on a eu, voilà, on a eu une valorisation qui était bien plus élevée que la valeur d'achat, ce qui montre aussi qu'on avait acheté à un bon prix, en tout cas celle-ci. Donc c'est quelque chose de positif. Donc au final, on a euh, une, euh, une part qui va être réévaluée
euh, de moins de 1% sur la premier exercice. Mais quand on regarde les choses et qu'on se remet en mode une année entière de loyer et parce que la deuxième chose, c'est qu'on avait une grosse partie des investissements, enfin de la collecte qui a été investie en début d'année 2023 et donc qui n'était pas investie en 2022 et donc qui rapportait pas grand-chose comme elle n'était pas investie. Et donc, mais si on se met sur une période complète avec les investissements qui ont été réalisés, on arrive sur l'objectif qu'on a. Et donc, ce que je dis souvent, c'est que sur les 2, 3 premières années, ben, voilà, on a besoin de faire grossir le portefeuille pour pouvoir assez rapidement arriver à des, euh, à des revalorisations de 2, 3% par an, mais qu'on n'aura pas, en tout cas sur cette première année, et qu'on ne va pas avoir sur la deuxième année certainement également. Ok, merci pour ces premières informations. Je lirai avec attention le rapport de l'Assemblée générale, du coup. J'ai une dernière chose que je voulais évoquer avec toi. C'est aussi cette volonté que vous avez et que je trouve très louable de créer vraiment une communauté autour de ce projet. Parce que quand on investit dans FEV, donc la foncière solidaire, euh, on peut être un peu plus que simple investisseur et participer à un projet, enfin participer à la communauté, parce que je sais que c'est un truc qui te tient à cœur aussi, et c'est pas juste on récolte de l'argent des gens, on achète euh, des, des immeubles et on les loue à des porteurs de projets, c'est aussi de pouvoir fédérer une communauté autour d'un esprit commun qui est voilà, celui de l'agroécologie et plus globalement d'avoir un impact sur l'environnement. Et donc, vous animez chez Ferme Envie cette communauté. Vous y organisez des événements, vous favorisez les rencontres pour favoriser le partage, l'échange de bonnes pratiques, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ouais. sur cette animation et sur cette volonté de créer une communauté? Ouais, en effet, c'est un des objectifs aussi, parce que c'est vrai que les citoyens ne connaissent pas très bien l'agriculture en général, surtout les urbains, ne savent pas trop comment ça se passe et on souhaite bah, faire prendre conscience des enjeux de ce secteur aux citoyens via la foncière. Et donc on organise deux choses. On organise des webinaires avec les agriculteurs qui se sont installés sur ces fermes bah, pour que les citoyens qui ont investi ou qui réfléchissent à investir puissent échanger, discuter et comprendre un petit peu les problématiques du quotidien de ces agriculteurs et agricultrices. Et, euh, et de temps en temps, on organise des événements physiques sur les fermes, donc des visites de fermes ou des événements un peu plus festifs. Là, le 10 juin, on organise un, un événement sur une ferme en Dordogne où on va à la fois parler agroécologie et puis manger des produits de la ferme et on finira par un concert spectacle sur la ferme. Donc voilà, on essaye en effet de faire des choses de ce type-là de temps en temps. Ok, bah écoute, c'est des événements qui sont sympas. C'est une dynamique d'entreprise et de foncière, je pense, qui parlera à plein de gens qui nous écouteront. En tout cas, je l'espère. Moi, personnellement, je trouve que c'est un projet qui est très intéressant. Et bah, du coup, s'il y a des gens qui nous écoutent à qui ce projet a parlé, je les invite à nous contacter chez Willim. On sera ravis de leur expliquer, puisqu'on est partenaire de Ferme Envie, au même titre que d'autres acteurs de la finance durable et responsable. En tout cas, Vincent, c'était un super échange. J'espère que ça aura plu à tous les gens qui nous écoutent. On a abordé plein de sujets. Et ça fait du bien aussi de parler d'autre chose que purement de la finance pour la finance. La finance utile, c'est important et ça prend d'ailleurs de plus en plus d'ampleur. Et je pense que les gens se rendent compte de plus en plus que utiliser leur épargne pour avoir un impact positif autour d'eux, euh, c'est clairement dans l'air du temps. Et c'est pas qu'un effet de mode, c'est aussi la planète qui en a besoin. Voilà. Merci d'avoir accepté mon invitation, Vincent, encore une fois. On se refera un bilan du coup l'année prochaine pour voir si les 10 millions d'euros ont été atteints, les nouveaux projets qui ont vu le jour. Si vous voulez bien sûr voir tous les projets Ferme en Vie, ils sont en libre accès sur le site fev.co. Vous êtes totalement transparent sur toute l'activité que vous faites et c'est très bien.
Voilà. Merci beaucoup, Jérémy, pour Merci l'invitation. J'étais Vincent, ravi d'échanger. moi aussi. À très bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir.